Cette très étrange disparition inquiétante, au cœur du bel été 1996, en pleine moiteur parisienne, alors que la capitale est vide de ses habitants, a de quoi surprendre. À se demander d'ailleurs si la victime, cette jeune expert comptable, a jamais vécu ici un jour. Sa discrétion légendaire, son calme apprécié de tous, sa retenue légendaire n'explique cependant pas tout. Loin s'en faut. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire de disparition. C'est bien la première fois sur ma chaîne que je ne trouve aucune photo du disparu. Cela me perturbe un petit peu, mais on va faire avec. Donc, comme vous aimez les trails, je vais essayer de trouver un trail sur la région parisienne où cette personne a disparu. Alors, revenons sur ce que nous savons d'elle. Et comme souvent, c'est fort peu de choses. Pour tenter de comprendre, très simplement, comment cette belle jeune femme, alors âgée de 27 ans à peine, sans histoire, a pu disparaître ainsi, subitement, un jour pluvieux d'été, sans laisser ni trace ni indice, au cœur même d'un quartier passionnant et d'une ville bouillonnant de vie. Nous voici donc plongés au cœur de l'été 1996, en France, à Paris très précisément. Il fait beau et chaud, encore, et l'été tire lentement sa révérence. Cependant, et on le sent déjà, le mois d'août, avec sa torpeur toute parisienne et son endormissement, va bientôt laisser place à un mois de rentrée plus turbulent et plus agité. C'est ainsi dans ces grandes villes où la vie ne s'arrête jamais vraiment. En ce jour d'été pluvieux, ça y est, les premiers orages traditionnels du mois d'août sont déjà là. Emmanuelle Bougelot, une expert comptable âgée de 27 ans, nous l'avons dit, quitte comme tous les jours son petit studio parisien, situé en plein quartier de la Bastille, dans le 4e arrondissement, rue des Tournelles. On est là, entre la très chic place des Vosges, historique et bourgeoise, et la bien plus animée place de la Bastille. C'est dans l'ensemble un quartier très agréable, vivant, gai, animé, jusque tard dans la nuit parisienne, surtout les week-ends, et il est vrai qu'Emmanuelle, depuis qu'elle y habite, aime bien son quartier. Une personne majeure qui disparaît subitement, sans qu'il y ait suspicion de crime ou d'affaires sordides, n'attire, et c'est toujours malheureux, l'attention. Signalons ici que rien que dans la capitale et en petite couronne, placée sous la compétence de la préfecture de police de Paris, il y en a eu près de 2200 qui ont été signalés l'an passé, en 1995 donc. Et la plupart des affaires se résolvent souvent au bout de quelques jours, voire de quelques semaines. Changement de vie souhaité, fugue sur un coup de blues ou après une rencontre fortuite qui ne débouche pas, jardin secret, jalousement gardé, dépression et mal-être momentané constituent le cœur même de toutes ces affaires. Plus rares, et c'est heureux, sont les affaires qui ressortent dans le domaine criminel. En ce qui concerne la jeune Emmanuelle Bougelot, dont la famille, la mère surtout, très proche et quasi fusionnelle, elle s'appelait presque tous les jours pour se rassurer l'une et l'autre, les services de police locaux, ici le commissariat du 4e arrondissement, ouvrent donc une enquête initiale des plus classiques, presque de routine, pour disparition de personnes majeures. Les investigations vont donc essentiellement se limiter à l'inscription de la jeune femme au fichier des personnes recherchées et à une visite domiciliaire. Une petite enquête de voisinage complète traditionnellement ce travail de base des policiers. Mais, nous le verrons, ce ne sera pas vain dans ce cas-là. Car dans cette affaire de disparition d'une personne majeure, et c'est là tout à l'honneur de quelques policiers têtus et opiniâtres, convaincus de ce qu'ils ressentent dans ce cas précis, quelque chose. Mais ils ne le savent pas encore précisément, dire quoi ne colle pas.
tout comme le magistrat de permanence qu'ils ont pris le soin d'aviser. Ils regardent, prennent le temps de se poser quelques instants, s'interrogent et arrivent vite à douter. Et ça, pour un policier aguerri, c'est un signe. Car le coquet petit studio qu'ils ont visité, en compagnie de la concierge réquisitionnée, est propre, bien rangé, sans indice compromettant de lutte, de bagarre ou de désordre, sans aucune trace suspecte. C'est même trop bien rangé, trop soigné, trop axé sur le quotidien, très bien rythmé et très bien organisé, pour que la jeune locataire disparaisse ainsi un beau matin sans prévenir quiconque. Pour preuve, le réfrigérateur est garni, le store est tiré, il y a du pain sur la table. De la locataire, on trouvera aussi son sac à main, pas même ouvert ou fouillé, correctement posé sur un petit meuble, en évidence, tous ses vêtements, ses papiers d'identité, ses habits, ses effets personnels, ses souvenirs, son cabas de course, son agenda personnel, enfin. L'image qu'il garde de cette jeune fille, c'est qu'elle a dû sortir un instant pour aller faire une course rapide, peut-être, et qu'elle va revenir. Suivant toujours son intuition, qui au final, nous le verrons, s'avérera bonne, le magistrat de permanence du parquet de Paris, tenu informé en temps réel, décide donc sans tarder de l'ouverture d'une information judiciaire et confie l'affaire à un juge d'instruction. Ce dernier va donc ouvrir une instruction. Pour ne pas surcharger davantage le commissariat central d'arrondissement, déjà bien occupé avec le quotidien de ce grand arrondissement commerçant et très animé. Quartier festif à 16 heures, vivant et peuplé. Le magistrat, saisi, confie sans hésiter l'enquête à la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris. Il n'y a là rien d'inhabituel, même si on pense que cette unité d'élite, plus à même de traiter de grandes affaires criminelles, de celles qui défraient la chronique et font la une sur les journaux dans les kiosques le matin venu. Non, dans ce registre-là, ces personnes savent faire aussi, et les magistrats le savent. Et pour ces policiers aussi, méticuleux, coriaces, à l'œil vif et plein de sagacité, à qui rien n'échappe jamais. Cette soudaine disparition, au cœur de l'été, apparaît comme plus qu'étrange. Ayant récupéré le dossier, s'étant eux aussi rendus sur place. Ils épousent vite la toute première thèse des policiers primo-intervenants. Emmanuelle Bougelot n'est sans doute pas partie d'elle-même sur un coup de tête. La jeune femme n'offre pas en effet le profil habituel de celles et de ceux qui décident, sur un coup de tête, justement, de tout plaquer et de changer radicalement de vie ou de décor. Le dernier indice de vie qu'ils découvrent assez rapidement et qui pourrait utilement orienter leur enquête, tout juste démarrée, est ce retrait en numéraire qu'Emmanuelle Bougelot a effectué le samedi 10 août à un distributeur d'argent du quartier. Elle ne travaillait pas ce jour-là, mais la somme de 500 francs, soit aujourd'hui la valeur d'environ 80 €, qu'elle a pris le soin de retirer, sera intégralement retrouvée dans le studio, dans ses affaires personnelles. Sa carte bancaire est là aussi. Cela démontre avec force qu'elle est bien remontée chez elle après cette opération bancaire. L'absence d'effraction manifeste et de traces de fouilles, comme lors d'un cambriolage qui aurait été commis ou tenté dans ce petit studio, rappelons qu'il était parfaitement rangé et propre, exclut clairement la piste du vol. C'est donc qu'il y a autre chose. Mais quoi? Et où est Emmanuelle Bougelot? Est-elle en danger? Le travail des policiers de la brigade criminelle va désormais consister à tenter de trouver une faille. La faille, en fait, dans la vie, somme toute ordinaire et sans histoire, d'une jeune femme. N'oublions pas non plus, et c'est important de le préciser à ce stade de notre enquête, que dans ces années-là,
entre 1990 et l'an 2000, la vidéosurveillance n'en est encore qu'à ses débuts et que le téléphone portable n'existe quasiment pas, du moins pour le grand public. Il sera très vite vulgarisé par la suite. Emmanuel Bougelot, en tout cas, n'en avait pas encore et se servait d'un poste fixe équipé d'un répondeur téléphonique. Et sur ce répondeur, rien d'autre que quelques appels de sa mère, reçus en son absence. Pas d'amis, pas de rendez-vous, pas de sortie prochaine prévue, pas non plus de discussion à bâton rompu ou d'éventuels projets. Non, rien, absolument rien. Le courrier à son nom, même s'il était déjà rare et sporadique auparavant, ne sera plus jamais relevé dans sa boîte aux lettres de l'entrée. Le syndic de copropriété y veillant. Le compte bancaire d'Emmanuel ne mouvementera plus jamais non plus, jusqu'à sa clôture des années plus tard par sa famille. L'espoir s'en étant allé définitivement. Les réquisitions effectuées auprès de sa banque et de la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, à laquelle elle était affiliée, ne signalent aucune activité après ce sordide samedi 10 août. Et devant l'absence totale d'éléments concrets, se heurtant sans cesse à la vie lisse et parfaitement rangée d'une jeune femme ordinaire, les policiers enquêteurs se sont résolus à publier un premier signalement. On ne sait jamais. Quelqu'un peut-être l'a vue, croisée, a discuté avec elle, l'a aidée, secourue. Dans ces cas-là, il est possible, sans que ce soit délirant, de tout imaginer. La photo d'Emmanuel Bougelot, qu'ils ont obtenue auprès de la famille, colle à l'image renvoyée par tous ceux qui l'ont connue et côtoyée. Une jeune fille sage et rangée. Son voisin de palier, un jeune étudiant en droit, qui ne l'a croisé qu'une dizaine de fois en 4 ans, parle spontanément d'une jeune femme hyper discrète, très posée et banale. Il a le sentiment qu'elle ne souhaitait pas vraiment entrer en contact avec les autres locataires de l'immeuble. Il n'a jamais eu affaire à elle. Toujours selon lui, elle se comportait comme si ce qui se passait ici ne la concernait pas vraiment. Une vie lisse et sans aspérité, en fait, où la vie coulait sans s'arrêter. Et dans le quartier, Emmanuel n'a pas laissé davantage de traces. Les commerçants contactés, dont beaucoup étaient en vacances au moment de sa disparition, ne la connaissaient pas vraiment, sauf la boulangère à qui elle achetait tous les matins sa demi-baguette viennoise et qui a d'elle le souvenir d'une personne agréable, polie et souriante. Elle la pleurera longtemps après. Emmanuel était né à Châteauroux, dans l'Indre, le 19 avril 1969. Son deuxième prénom était Marivonne. Elle vivait à Paris depuis l'âge de 20 ans. Après 2 années d'études effectuées à Limoges, ici à Paris, Emmanuel ne semblait pas vraiment souffrir de la solitude. Sa mère l'a décrit comme une jeune femme qui a toujours eu beaucoup de caractère, ayant toujours apprécié la solitude et le calme, de toute jeune déjà se remémore-t-elle, qui rêvait depuis toujours d'habiter Paris, la capitale. Elle rendait certes visite, de temps en temps, à ses parents en province, quand l'occasion s'y prêtait ou pour une fête de famille, un événement à fêter, mais sa vie était clairement à Paris. Jamais non plus elle n'était accompagnée d'amis, garçons ou filles, et n'évoquait dans ses courtes discussions que ses quelques collègues de travail. Ainsi, malgré leurs questionnements, les policiers, la famille se rendent bien compte que la vie personnelle et amoureuse d'Emmanuel restera un mystère pour eux. Sans aspérité aucune, du moins de celle que l'on détecte vite, avec un peu d'habitude, dans une vie mouvementée ou chahutée, mais pas non plus sans passion. Emmanuel passait son temps libre dans les musées et courait les expositions,
mus par une inextinguible soif de savoir et de curiosité. Mais c'est à peu près tout ce qu'on trouvera sur elle. Elle était aussi une habituée, une fidèle même, du théâtre de la Bastille, à 2 pas de chez elle, ce qui était bien commode. Théâtre où elle se rendait toujours seule pour assister aux représentations. Elle aimait le sport qu'elle pratiquait là aussi seule, en amatrice, courant le long des berges de la Seine ou encore dans les parcs parisiens. Là non plus, rien que de très ordinaire pour une jeune fille bien dans sa tête et dans son corps. On en voit des milliers courir le matin ou le dimanche le long des berges de la Seine ou de l'Ourcq. Elle revenait d'ailleurs d'un stage de surf effectué le mois précédent en Gironde, à Lacanau, Océan. Les voyages aussi étaient l'une de ses passions. Très récemment, elle s'était rendue aux États-Unis, en Égypte, aux Pays-Bas aussi. L'enquête approfondie menée par les policiers de la brigade criminelle, tant sur les participants des derniers voyages lointains que sur les participants du stage de surf en Gironde, montrera d'évidence que même dans les groupes de voyage et d'aventure, dont elle partageait la vie pendant quelques jours, rien de personnel, d'intime, de marquant n'a jamais filtré. Elle ne se confiait pas. Partout où elle était passée, elle a laissé l'image d'une jeune femme sociable, mais bien plus spectatrice qu'actrice. Son agenda personnel a bien sûr été méticuleusement épluché par les policiers. Page après page, ils ne découvrent rien d'autre que la vie rangée et ordinaire, presque banale d'ailleurs, d'une jeune femme sans histoire. Tout au plus, y relève-t-il quelques rares numéros de téléphone utiles et professionnels, quelques adresses notées lors des voyages effectués, et puis rien d'autre, strictement rien. Les vérifications effectuées au sein du cabinet d'expertise comptable, où elle travaillait, amèneront le même constat laconique. Emmanuelle y était vue comme une jeune femme très sérieuse, toujours ponctuelle, très professionnelle, très discrète, trop peut-être au goût de certaines de ses collègues. Mais c'était un choix assumé. Son poste de travail, qui lui aussi a été fouillé, n'amènera la découverte d'aucun indice, d'aucune piste à explorer, d'aucun souvenir ou objet personnel. En somme, pourrait-on résumer, elle était une de ces employés modèles avec qui il était facile et agréable de travailler. Et c'est tout. La brigade fluviale de la préfecture de police de Paris effectuera des recherches dans la Seine. Mais c'est difficile, car le fort courant entraîne souvent les corps plus loin en amont, vers les écluses, nombreuses sur le parcours vers Rouen. Cependant, la compagnie de gendarmerie fluviale de Conflans-Sainte-Honorine, toujours sollicitée dans ces cas précis, situés plus en aval sur le fleuve, après les écluses et les bras de Seine, ne signalera la découverte d'aucun corps repêché pouvant correspondre à la disparue. Les vérifications effectuées à l'Institut médico-légal de Paris, le tristement célèbre IMI, situé quai de la Râpée, juste en bord de Seine et le long de la voie sur berge, rive droite, ne seront pas non plus couronnés de succès. Aucun corps correspondant à la description initiale faite ne sera admis dans cet institut criminel centralisateur, où passent pourtant toutes les victimes identifiées ou non découvertes à Paris et en petite couronne. Et blasés, les médecins légistes ont le choix. Les mêmes vérifications entreprises par souci de détail et pour ne rien laisser de côté auprès des chambres funéraires des hôpitaux publics et privés de la région parisienne ne donnent pas plus de résultats. Au bout de plusieurs mois d'investigation, tout azimut, et en l'absence de tout élément concret donc,
malgré un acharnement et une opiniâtreté des enquêteurs de la brigade criminelle de Paris et du magistrat instructeur qu'il convient de saluer ici. Il faut bien se rendre à l'évidence. Le temps a passé et l'enquête sur la disparition suspecte d'Emmanuel Bougelot n'a rien apporté. Cette disparition restera sans doute un mystère. Devant cet état de fait et au vu de l'insistance de la famille, le juge d'instruction autorise finalement qu'Emmanuel Bougelot soit officiellement déclaré décédé le 10 août 1996 à Paris 4e par acte de décès dressé à ses fins par un officier d'état civil de la mairie d'arrondissement. On ne saura donc jamais, sauf possible élément nouveau, à apparaître au cours d'une autre enquête, ce qui arrive parfois, mais trop rarement, comment la jeune Emmanuelle Bougelot a disparu en plein Paris lors de ce bel été 1996. C'est la fin de cette affaire, terrible. Je suis très perturbée par cette affaire. Il n'y a aucune photo d'Emmanuelle, comme si elle n'avait jamais existé. Cela m'a beaucoup perturbée. J'espère quand même qu'un jour on saura ce qu'est devenu Emmanuel. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.